Au Zimbabwe, le ministre des Affaires étrangères, Sibusiso Moyo, décédé du Covid, le général est connu pour avoir annoncé le coup d'État militaire contre Robert Mugabe. Organisation en Libye d'un référendum sur la Constitution, les participants au dialogue politique interlibyen en Égypte ont convenu d'une révision de la loi provisoire de 2011. Et puis aux États-Unis, Joe Biden a signé au lendemain de sa prise de fonction une dizaine de décrets dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Au Mali, les forces de sécurité ont dispersé à coups de gaz lacrymogène à Bamako quelques centaines de manifestants qui protestaient contre la présence de la force anti-djihadiste française dans le pays, ce malgré l'interdiction de leur rassemblement. Les manifestants, à pied ou à moto, ont reflué devant les lacrymogènes des policiers et des gendarmes déployés en grand nombre autour de la place de l'Indépendance. Des cortèges de motos partis de différents quartiers de la capitale pour rallier la place, lieu traditionnel des rassemblements, et participer à la manifestation ont été bloqués par les barrages policiers. L'une des figures du collectif à l'origine de l'appel a manifesté, Adama Diarra, plus connu sous le sobriquet de Ben le Cerveau, a fait état de quelques blessés légers et d'au moins 3 interpellations. La stratégie de la France qui est de diviser pour régner. C'est cette stratégie qui a été appliquée et que nous avons compris qu'elle veut nous diviser qui? Le peuple et l'État. C'est ce que et les dirigeants qui veulent mettre dos à dos. Alors que nous voulons une unité nationale. Donc, comme nous avons compris cette stratégie-là, nous n'avons pas prêté le flanc pour qu'aujourd'hui il y ait une répression. Les autorités avaient interdit la manifestation en invoquant la lutte contre la pandémie de Covid-19. La France, engagée militairement depuis 2013 au Mali, y déploie ainsi qu'au Sahel 5100 soldats dans la force anti-djihadiste Barkhane. Cette présence militaire suscite régulièrement des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux, dans la bouche de certaines personnalités et lors de manifestations épisodiques à Bamako. Plusieurs animateurs de la manifestation programmée ce mercredi sont membres du Conseil national de transition, organe législatif de la période transitoire ouverte après le coup d'État militaire du 18 août 2020 et censé ramener des civils élus au pouvoir au bout de 18 mois. La manifestation était programmée au moment où Paris se prépare à ajuster son effort militaire au Sahel, selon le mot du président Emmanuel Macron, perçu comme préfigurant une diminution des effectifs de Barkhane. Je le disais en titre, au Zimbabwe, Sibusiso Moyo, ministre des Affaires étrangères, est décédé du Covid, a annoncé le gouvernement mercredi. Il est connu pour avoir annoncé le coup d'État militaire ayant permis de déloger le président Robert Mugabe. Sibusiso Moyo, surnommé le général Chéri, est décédé à l'hôpital dans la matinée à l'âge de 61 ans, a précisé un porte-parole du gouvernement. Fin novembre 2017, dans la foulée du coup d'État qui a emporté Robert Mugabe, il avait été nommé ministre des Affaires étrangères et du Commerce international par le nouveau président Emmerson Mnangagwa. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, pour la première fois depuis l'indépendance, l'armée positionne des blindés dans la capitale Harare. L'opération se déroule en douceur, seuls quelques coups de feu sont tirés autour du toit bleu, la propriété du chef de l'État, aussitôt placé en résidence surveillée avec sa famille. À l'aube, Sibusiso Moyo, porte-parole de l'état-major, s'invite à la télévision nationale pour assurer qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais juste d'une opération contre les criminels de l'entourage du président, en l'occurrence les partisans de son épouse Grace Mugabe, qui entend lui succéder. C'est le 3e ministre à succomber au coronavirus dans le pays, qui subit une deuxième vague plus coriace, avec seulement 52 morts officiellement recensés, mais des hôpitaux débordés dans ce pays, à l'économie sinistrée.
En Centrafrique, à présent, la mission des Nations Unies, MINUSCA, a dénoncé ce mercredi la tentative d'asphyxie de la capitale Bangui par une coalition armée qui cherche à renverser le président Faustin Archange Touadéra. Elle a aussi alerté sur le drame social et humanitaire que pourrait subir la population. Depuis le début de l'offensive des rebelles, une semaine avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre, Bangui subit un blocus des principaux groupes armés qui contrôlent les 2/3 du territoire et ont mené plusieurs attaques sur les routes nationales 1 et 3 reliant la capitale de ce pays enclavé au Cameroun voisin. Dans ce pays en guerre civile depuis 2013, Faustin Archange Touadéra a été proclamé réélu lundi par la Cour constitutionnelle, mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté en raison de l'insécurité. Les attaques contre les convois commerciaux par les anti-Balaka, le 3R, le MPC et l'UPC et leurs alliés politiques, dont l'ancien président François Bozizé, pourraient rendre impossible la disponibilité et l'accessibilité aux biens alimentaires, aux médicaments et à d'autres produits essentiels au fonctionnement des services publics tels que les hôpitaux, a déclaré Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Ces groupes armés et leurs alliés politiques sont responsables de violations graves du droit international humanitaire ainsi que des droits de l'homme, a-t-il ajouté dans un communiqué. Lundi, un convoi de camions commerciaux escortés par les casques bleus est tombé dans une embuscade des groupes armés et a été contraint de stopper sa route. 3 chauffeurs de camions ont été blessés dans l'attaque, affirme la MINUSCA. Les contraintes actuelles sur l'approvisionnement alimentaire déjà fragile font à nouveau grimper le prix des produits alimentaires de base. C'est également inquiété la coordinatrice humanitaire pour l'ONU, Denise Brown. Le prix de certains produits de base a augmenté d'au moins 50% dans certains endroits et dans le 2e pays le plus pauvre du monde, plus d'1/3 de la population, 1,9 million de personnes, est confrontée à un niveau élevé d'insécurité alimentaire selon l'ONU. Les participants au dialogue politique interlibyen réunis en Égypte ont convenu mercredi de l'organisation d'un référendum sur la Constitution avant les élections en décembre 2021 en Libye, pays miné par les divisions et l'insécurité, ont annoncé les autorités égyptiennes. Le dialogue politique interlibyen en Égypte a abouti à un accord sur la tenue d'un référendum sur le projet de constitution en vue des élections libyennes prévues le 24 décembre 2021, s'est réjoui le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. De nouveaux pourparlers interlibyens se tiendront en Égypte en février en vue de fixer la feuille de route pour le référendum et les élections, a ajouté le communiqué. Les pourparlers de Hurghada devaient décider sur quelle base légale seront organisées les futures élections parlementaires et présidentielles. Mi-novembre, des élus libyens ont appelé à l'approbation d'une constitution préalablement à la tenue d'élections, sans remettre en cause la date du scrutin du 24 décembre fixée sous l'impulsion de l'ONU. La Libye, divisée entre 2 autorités rivales, est dotée actuellement d'une constitution provisoire datant de 2011 et d'un projet de loi fondamentale dont certains articles sont controversés et qui n'a pas été adopté. Après l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019 pour s'emparer de Tripoli, les 2 camps ont conclu un cessez-le-feu permanent en octobre et retrouvé le chemin du dialogue encouragé par l'ONU. Mardi, les participants au dialogue politique interlibyen ont finalement approuvé un mécanisme de sélection des futurs dirigeants de la transition d'ici aux élections. À Rabat, mercredi, une source diplomatique marocaine a déclaré à l'AFP que des pourparlers interlibyens doivent reprendre vendredi à Bouznika entre des représentants du Parlement basé à Tobrouk et du Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli. Des Tunisiens ont manifesté à Tunis et à Sousse pour réclamer la libération de centaines de protestataires arrêtés depuis vendredi lors de troubles nocturnes. Ils ont également protesté contre la classe politique, accusée d'inaction face à la crise sociale exacerbée par la pandémie. Une centaine de personnes ont défilé à Tunis et autant à Sousse, défiant l'interdiction de rassemblement décrétée face à la détérioration de la situation épidémiologique ces dernières semaines. Les manifestants à Sousse réclamaient la libération des détenus. À Tunis, les protestataires, dont de nombreux étudiants, ont scandé les slogans de la révolution de 2011,
Travail, liberté, dignité nationale sur la principale artère du pays, l'avenue Bourguiba. Quelques heures auparavant, une poignée de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal de Tunis pour réclamer la libération de jeunes interpellés ces derniers jours, dont beaucoup sont mineurs. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a beaucoup d'arrestations au niveau du quartier populaire partout dans la Tunisie. Il y a beaucoup d'arrestations dont il y a beaucoup aussi de mineurs, un nombre respectueux de mineurs. Donc le gouvernement tunisien n'a pas respecté la loi du peuple tunisien pour manifester après une révolution. Ça fait 10 ans. Des troubles ont éclaté dans plusieurs régions vendredi dernier au lendemain du 10e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Le mois de janvier est régulièrement marqué par des mobilisations sociales en Tunisie. Autre information, l'administration Biden a dévoilé ce jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l'expertise scientifique pour lutter contre le Covid-19. Vaccination, dépistage seront accentués au moment où la pandémie entre dans sa phase la plus meurtrière, selon le nouveau président américain. Le nouveau président des États-Unis va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale contre le Covid-19 qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l'avis de nombreux experts. Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage. Il entend aussi accroître l'aide d'urgence et faire appel à une législation d'urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales, ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie. L'administration Biden veut demander 1 900 milliards de fonds au Congrès qui inclut 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests. La nouvelle administration américaine, prenant le contre-pied du président sortant Donald Trump, a fait son grand retour à l'OMS, l'assurant de son soutien et saluant son rôle de chef de file dans la lutte contre la pandémie. Confronté au défi de cette crise sanitaire, Joe Biden a signé un décret dès sa prise de fonction, rendant le port du masque et la distanciation physique obligatoire pour les fonctionnaires travaillant au sein des bâtiments fédéraux. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité.